Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nouvelle pastille dans le Bootcast intitulée Le Boot Life. Je suis en excellente compagnie, je suis avec Marité et je vais lui demander de se présenter. Marité, qui es-tu? Bonjour à tous les amis que je ne vois pas, mais à qui je suis très contente de parler. Eh bien, me présenter, c'est toujours un petit peu difficile parce que la vie est longue, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de le faire sobrement. Voilà. Donc, je vois que Mélissa me demande mon âge, n'est-ce pas? On a nos petites fiches, tout ça. Qui es-tu? Donc, Marité, super. Quel est ton âge si ce n'est pas indiscret? En toute discrétion, aimerais-tu nous parler de ta famille afin de savoir d'où tu viens, voilà, faire un petit... mais de toi avant la pratique du bouddhisme de Nichiren. N'est-ce pas? C'est-à-dire j'ai commencé à 27 ans, donc je vous fais un petit raccourci de qui je suis. J'ai 68 ans depuis le mois dernier. Je vais vous parler un peu de ma famille. Donc, j'ai commencé à pratiquer effectivement à 26 ans. J'avais un garçon qui avait 1 an et demi à l'époque. Et je suis née dans une famille d'origine portugaise par mon papa. Mon papa est portugais. Ça a marqué, je le précise parce que ça a vraiment marqué toute notre enfance et notre jeunesse avec mes 6 frères et sœurs. Donc, tout avait bien commencé. J'ai eu des parents très aimants. En même temps, j'ai eu des difficultés importantes parce que mon papa est tombé malade lorsque mon avant-dernière sœur avait 6 ans. Et donc, moi, j'étais pas âgée. C'était en 64. En 64, non, c'est moi qui avais 64, 6 ans. Voilà. Mais bon, il a arrêté de travailler assez tôt. Et là, on s'est trouvé dans des difficultés financières très importantes, étant donné qu'il y avait déjà 7 enfants. Nous étions 9 en famille. Il fallait que maman, elle arrive à faire manger tout le monde. Et c'était très compliqué. Tout ça pour expliquer qu'à 15 ans et demi, j'ai commencé à travailler par nécessité absolue. C'est moi qui l'ai proposé à mes parents. J'ai donc arrêté mes études pour aller travailler et devenir soutien de famille. Ce qui a duré quand même 5 ans où j'ai donné quasiment tout mon salaire. Et donc, ce papa d'origine portugaise avait une particularité, c'est qu'il était à la fois génial et en même temps, moi je dirais, sans le critiquer, qu'il avait un pet au casque. Souvent avec des gens géniaux, hein. C'est ma façon de parler pour alléger un petit peu la situation. Mais mon papa, tout en aimant beaucoup ses enfants, en étant très créatif, tout à fait pas du tout ordinaire, avec des idées formidables. Il nous a transmis plein de notions, par exemple à quoi ça sert un avocat, etc., etc. Une culture, beaucoup de culture dans la famille, et ma maman suivait également, hein. On a été vraiment bien entourés. Ils achetaient déjà tout petit des disques pour les enfants. On avait ce qu'il faut pour passer les disques avec des histoires, tout ce qu'on voulait. Donc c'était formidable, mais en même temps extrêmement difficile parce que papa était paranoïaque et pervers narcissique. Donc il a fait énormément souffrir sa femme, ma maman. Et ensuite, moi, dès l'adolescence, j'ai commencé à me rebeller pour ne pas laisser faire tout ça. L'ambiance était absolument insupportable. On a vécu dans un stress terrible, terrible. Donc voilà mon enfance, à la fois géniale et en même temps extrêmement, extrêmement lourde. Donc je commence à travailler. Et quand j'ai voulu partir au bout de 5 ans de soutien de famille, vraiment, ça a été terrible. Mais mon père a réuni ce que j'appellerais le conseil de famille, tous mes petits frères et sœurs, dans une pièce de la maison. Et là, il m'a mis une condition terrible. Eh bien, c'est soit tu restes à la maison et tu continues à donner ton salaire, soit tu pars et tu ne nous donnes plus rien. Donc tes frères et sœurs ne pourront plus étudier et ta mère ne pourra plus faire vivre la famille avec cet argent-là. Donc c'était une terrible menace. Comment on peut appeler ça? Même il y a un terme plus fort pour expliquer, c'est du chantage, quoi, à l'affectif. Donc à ce moment-là, j'étais assistante dentaire et j'ai téléphoné à mon patron, j'allais tellement mal, et c'est lui qui m'a dit Marité,
mettez-vous en arrêt de travail. Donc j'avais un patron très bienveillant et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai ensuite maintenu cette décision de partir de la maison en dépit du fait que mes frères et sœurs n'auraient pu et ma maman n'auraient plus cet argent. Donc c'était extrêmement lourd. Et comme mon père était dans une terrible colère, ils ne m'ont pas fêté mes 20 ans. J'habitais en Haute-Savoie, il faisait très très froid. Je suis allée habiter dans un foyer de travailleurs migrants. Je faisais 6-8 kilomètres sous la neige sur des routes de pays montagneux, on va dire ça. C'était extrêmement difficile et surtout c'était une souffrance morale terrible. Voilà. Dans quelles conditions j'ai commencé un peu plus tard à pratiquer le bouddhisme. Je me suis mariée et en fait mon mari de l'époque, c'était un peu une bouée de sauvetage, mais il a eu vraiment beaucoup de bienveillance pour moi. J'ai voulu rentrer à l'école d'infirmière et donc il m'a résumé tout le concours sur un très grand papier, plus que ça, qu'on mettait au mur, où je vais réviser tout le concours d'entrée à l'école d'infirmière parce que j'ai passé le concours sans avoir le bac. J'avais arrêté l'école en première. Ah ouais, tu pouvais faire ça. C'était possible. Je ne sais pas si ça l'est encore, mais à l'époque, c'était possible. Et donc, en 80, j'ai passé le concours d'entrée et j'ai été reçue la première. Alors, je suis fière de le dire. Major de prix. J'ai une très très bonne note en physique. Alors ça, c'est exceptionnel parce que moi, les maths, c'était pas mon truc. Mais l'enseignement était bien fait par correspondance, c'était le CNED à l'époque. Donc, voilà. Effectivement, je suis arrivée à l'école infirmière, j'étais cassée. Et je me rendais compte que je me lançais quand j'ai commencé à exercer 3 ans après le diplôme d'État, là, je me suis rendu compte dans quoi je m'étais mise parce que je soignais des cancéreux à domicile en fin de vie, tout ça, j'ai des choses incroyables. Je faisais entre 140 et 200 kilomètres par jour, ma plus grosse journée. En Vendée. J'avais déménagé, j'avais quitté la Haute-Savoie et j'étais venue habiter dans l'Ouest. Là où j'ai vécu avec mon premier mari qui était originaire de Nantes. D'accord. Alors, pour resituer un petit peu. Du coup, là, on en est où là? Est-ce que t'as rencontré le bouddhisme à ce moment-là ou c'est juste après? J'ai rencontré le bouddhisme à l'école d'infirmière. D'accord. En fin d'école d'infirmière. Parce que nous 3, avec 2 autres amis qui avions fait la promotion sociale, au lieu d'habiter chez nous, on s'était groupés dans mon appartement. On habitait toutes les 3 ensemble. Et une de mes collègues, Christine, avait rencontré, lors d'un stage au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, un merveilleux garçon, Cyril, qui pratiquait le bouddhisme. Et là, quelque chose a frappé mon oreille. Ah bon, Cyril pratiquait le bouddhisme. Et de temps en temps, Christine laissait des revues dans notre appartement commun avec les copines. Et là, je lisais les expériences. Et j'étais vraiment transportée par les expériences que je trouvais très, très intéressantes et qui donnaient beaucoup d'espoir. Et il s'est posé la question, après, parce que toutes les 3, on a eu un petit garçon à la fin des études. Et il se posait la question pour moi de savoir si j'allais donner une éducation religieuse à mon fils ou pas. Et en l'occurrence, il se trouvait que j'avais lu dans une encyclopédie universaliste, très célèbre à l'époque, que c'était certainement plus intéressant de donner une éducation religieuse à un enfant plutôt que aucune éducation religieuse. Après, la religion était bien sûr au choix des parents, évidemment, mais sur le principe. Et donc, je me suis dit, ces expériences m'intéressent. On va remonter en Bretagne. À l'époque, j'étais en Vendée. Et on va remonter en Bretagne. J'étais à Saint-Nazaire, je ne sais plus où j'étais précisément, fin d'école d'infirmière. Voilà, on va aller en Bretagne avec mon amie Christine, qui est bretonne. Et puis, j'ai envie d'assister à une réunion de bouddhisme. Et à ce moment-là, ma deuxième amie, qui faisait partie du trio, s'est dit, tiens, je vais monter voir avec toi. Donc, en fait, à l'époque, on avait nos garçons parce qu'ils étaient à l'arrière, les deux. Je suis montée avec Colette en voiture. Il n'y avait pas de ceinture à l'époque. C'était la vieille R6 pourrie. Ils étaient infernaux à
À l'arrière, ils avaient juste 1 an et demi, ils dansaient sur le fauteuil et tout, c'était sur le siège, tout, c'était quelque chose. Mais on est arrivé là-bas, en Bretagne, et on est allés toutes les trois à une réunion de bouddhisme, première réunion de bouddhisme. Je voulais savoir ce qu'il y avait derrière tout ça, mais ça m'attirait fort. Donc voilà, j'ai décidé de commencer, et Colette, qui était avec moi, qui n'avait pas cette intention au départ, eh ben, s'est dit, eh ben, moi, je vais essayer aussi. Mais c'est quoi qui t'a motivé en fait exactement qu'est-ce qui t'a inspiré l'envie de pratiquer le bouddhisme de Nichiren? Ben, moi, j'étais, franchement, je me raccrochais aux branches de la vie. Mais la vie était infernale pour moi. J'étais dans un état dépressif, on peut dire ça, quasiment permanent, parce que l'enfance que j'avais eue et la jeunesse que j'avais eue était vraiment terrible, quoi. M'avait vraiment, comment dire, détruite, psychologiquement parlant. Alors, je me rattachais à des choses, par exemple, une matière à l'école d'infirmière qui s'appelait le co-conseil avec un prof qui était super et tout ça. Mes souhaits, ça aurait été de recréer un lien avec un père qui m'avait vraiment maltraité psychologiquement parlant, qui nous avait fait tant de pression morale. Et je n'arrivais pas à transformer une sorte d'état de vie de souffrance permanente. Je trinque-ballais toujours, parce qu'en plus j'avais arrêté l'école à 16 ans, et à 15 ans et demi. Et en fait, j'avais un manque de culture générale. J'avais essayé de passer le bac par correspondance, mais en travaillant, j'ai essayé, mais c'était impossible. Donc j'avais ce manque de connaissances, de culture. Et puis, surtout, j'arrivais pas à sortir de cette souffrance-là, quoi. Comment aimer un père qui nous a tant malmenés psychologiquement, et rien n'y faisait. Donc je trinque-ballais avec moi un cahier en essayant d'apprendre des choses, de réécrire, parce que du coup, j'avais des troubles cognitifs, des troubles de mémoire, tout ce qu'on veut, quoi. J'écrivais dessus, et je sais que j'avais une obsession, c'était, je souhaitais devenir une personne avec de la compassion et bienveillante, et je ne savais pas comment y parvenir, parce que j'étais noyée dans la souffrance. Donc, en fait, il se trouve que dans le bouddhisme, les mots compassion et bienveillance, c'est la racine. Oui. Donc, je pense que, après, j'en ai déduit que le hasard n'existait pas. Que si j'avais été tellement attirée par ça, et après avoir tant souffert, la démarche avait du sens. Donc, on est revenu de Bretagne avec nos 2 zouaves à l'arrière, et Colette ayant décidé avec moi de pratiquer, on commençait à réciter cette phrase, ce mantra Nam-myoho Renge-kyo, et en fait, on commençait à s'entraîner dans la voiture. Moi, je conduisais ma R6 pourrie, et Colette était à côté de moi, et en fait, on attrapait des fous rires pas possibles, et on n'osait pas se regarder, on avait un peu la honte, parce qu'on se disait, c'est quoi cette phrase? Réciter une phrase et ça va nous mener au bonheur, c'est quoi cette histoire, quoi? Je commençais à avoir quelques petits doutes quand même, mais on a continué la démarche, et on attrapait des fous rires. Colette habitait à l'époque en Vendée, pas très loin de chez moi, et on essayait de réciter Nam-myoho Renge-kyo en se mettant à genoux à l'époque, c'était en 83. Oh oui. Donc à l'époque, on pratiquait à genoux, c'était à la méthode japonaise, donc on faisait ce qu'on pouvait, on n'avait pas tout compris encore. C'était ardos, Oui. c'était pas encore c'était pas encore comment on pourrait dire, mon cerveau vulgarisé en France, non, c'est pas encore c'est pas vulgarisé, non, c'est pas adapté encore à l'esprit occidental, mais ça a mis une petite vingtaine d'années vraiment s'alléger Mais oui, parce que ça a été connu en France par des Japonais qui ont émigré en France, donc forcément ils ont amené leur culture en même temps, et on n'avait pas pris cette autonomie de pratiquer comme des Français, c'est-à-dire assis sur une chaise. Non. Après, le pouf est apparu. Je me souviens de ma mère, elle a commencé à genoux aussi, après sur le pouf, et puis après. Elle est passée du pouf à la chaise. Elle est passée du pouf à la chaise. Oui. Oui. Je te laisse. Alors, ok. Écoute, merci beaucoup. Moi, ça me laisse bouche bée. Ça veut dire que t'as pas toujours été comme tu es maintenant, rempli de compassion et de bienveillance, parce que c'est ce qui te caractérise littéralement comme adjectif, comme mot, comme nom. Eh bien, dis donc, je pourrais expliquer ça autrement. Moi, j'ai toujours eu un désir de paix.
Voilà, je souhaitais vraiment la paix, je pardonnais à tout le monde. Je voulais que ma maman soit heureuse, que cette famille soit heureuse. Quand j'étais enfant, je me souviens que j'étais passionnée par deux choses, la chanson, la musique, la couture, mais aussi le fait, je faisais des petites réunions, je mettais un bouquet dehors, assis dans l'herbe, et je mettais tous mes petits frères autour, je suis la deuxième, hein. Donc ils étaient tous, sauf ma sœur aînée, autour, et ils étaient, enfin, je croyais. Non, mais je voulais leur transmettre des trucs, c'est-à-dire faire attention à maman, etc., etc. Donc j'avais déjà tous ces désirs-là, et surtout je pardonnais à tout le monde. Je savais pas ce que c'était que la méchanceté, mais ça m'a valu des déboires parce que c'était une gentillesse qui pouvait euh, être exploitée par d'autres. La preuve, hein, j'ai donné mon salaire pendant 5 ans, j'ai pas eu voix au chapitre, hein. Donc après, bon, c'était un choix aussi, hein. Alors, par contre, on y viendra. J'ai développé une force en pratiquant le bouddhisme, une force importante, hein. Donc, la compassion, j'ai essayé d'approfondir cette notion de compassion, hein, c'est-à-dire cette ouverture aux autres, désir de bien-être et de paix, surtout pour tout le monde, mais je me la suis appliquée à moi-même, enfin en tout cas j'ai essayé et j'essaye toujours, parce que je suis devenue infirmière, le propre des infirmiers entre autres, mais c'est pas que dans cette profession, mais c'est surtout vouloir le bien-être des autres, et puis le pendant, c'est qu'on s'oublie souvent. Tandis que dans cette pratique du bouddhisme de Nichiren Daishonin, les deux sont liés. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et à partir d'un soi fort et justement rempli de compassion, on peut avoir cette attitude aussi naturellement, mais avec les autres également, mais sans s'oublier. Enfin, on essaye, parce que c'est toujours un combat quand même. Enfin, un combat. C'est toujours quelque chose à entraîner, quoi, par rapport à soi-même. Donc là, est-ce que tu as envie qu'on aborde la relation que tu peux avoir avec le bouddhisme de Nichiren, par exemple l'importance de la prière dans ta vie, quel sens a pour toi cette prière bi-quotidienne? Et puis, est-ce que tu as envie de partager le lien que tu as avec ton mandala, le Gonzon, qui est l'objet de culte du bouddhisme de Nichiren? Est-ce que tu as envie de discuter de tout ça? Je vais essayer de répondre à ces questions-là. En fait, la prière bi-quotidienne, déjà le matin. J'avoue que c'était pas facile, hein. Quand j'étais infirmière libérale, à 7 heures, j'étais dans la rue, dans la rue, pour les prises de sang, dans ma voiture. Donc, c'était costaud de pratiquer avant. Donc, à l'époque, je faisais déjà une pratique courte plutôt que pas de pratique du tout. Mais j'étais très, très motivée. C'est-à-dire, pour moi, ça faisait pas l'ombre d'un doute que cette pratique allait me mener au bonheur, moi et mon entourage. Donc, j'étais très motivée. Maintenant, avec le recul, le fait de pratiquer le matin, tout simplement, c'est la différence entre quand je pratique le matin ou quand je pratique pas. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même journée. C'est juste une question de constatation, d'observation, hein. C'est que ça, en fait. Et là, il se trouve que je suis en face de mon Gonzon, qui est en face de mon lit. Donc, c'est assez simple pour moi de me lever le matin. Je me lève très tôt. Je me réveille très tôt. Et donc, je déjeune et je pratique ensuite. Et alors là, eh bien, c'est toute la différence, c'est là, c'est-à-dire que je vais pas comme une coquille de noix sur l'océan, hein. Je suis pas ballottée, je suis beaucoup moins ballottée. Ça me permet vraiment de savoir où je vais, d'obtenir dès le matin la force et une forme de sagesse par rapport aux événements. C'est juste une constatation, hein. C'est avec ou sans, ça n'a rien à voir. C'est différent, c'est totalement différent. C'est totalement différent, hein. On est bien d'accord, c'est sûr. Donc, le sens que ça a, c'est que c'est donner du sens à sa vie. Et le temps passant beaucoup plus vite qu'on ne pense, eh bien, moi, je dirais, là maintenant, à l'âge que j'ai, je me dis, si j'ai une journée qui vaut 2 jours, pourquoi pas 3, au lieu de vivre 10 ans, par exemple, s'il me restait 10 ans à vivre, il me resterait 20 ou 30 en équivalent, intensité et sagesse. Donc, voilà ma pratique du matin. Après, la pratique du soir, quand je m'endors pas avant, moi, c'est exprimer ce sentiment de reconnaissance et pour tout ce qui m'est arrivé,
pour aussi l'amitié, tout ce que j'ai pu rencontrer dans la journée, tout ce qu'ont pu me donner les autres, et donc les remerciements et un bilan, en gros un bilan de la journée, un bilan des situations, voilà à peu près. Ok, merci. Alors on parle de Gonzon, on parle de prière, et en fait, dans le bouddhisme de Nichiren, on parle aussi de Kozen Rufu. C'est tiré du 23e chapitre du Sutra du Lotus. Et Kozen Rufu ne veut pas dire simplement que paix mondiale. Kozen Rufu, c'est assurer un bonheur et une paix durable à l'humanité, fondée sur les valeurs humanistes du bouddhisme de Nichiren. Ça te paraît simple, en même temps, ça me paraît un sacré programme. Et toi, oui. Comment y participes-tu à cette paix et cette... J'ai pris quelques notes là-dessus. Kozen Rufu, effectivement, c'est un terme voilà que Mélissa vient de définir. Donc, tout le monde est, je crois, à peu près d'accord pour dire que le monde va très mal et que on ne peut pas tout changer en claquant dans les doigts. Donc, pour moi, à mon niveau, au niveau où je suis, c'est-à-dire avec ma situation physique, je reparlerai tout à l'heure de ça. J'ai eu un accident qui m'a laissé des séquelles importantes. Eh bien, je peux pas courir partout, je ne peux pas conduire, je suis très limitée physiquement. Eh bien, c'est d'établir la paix dans mon entourage proche, familial, amical, et là où je suis, et surtout tel que je suis. Mon mari, qui est décédé il y a 18 mois, me disait, m'a dit avant de partir, reste tel que tu es, sans avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit. Voilà une chose qui m'a transmise, qui me porte beaucoup maintenant. Mais en fait, il a su me dire que, eh bien, c'était l'intériorité qui compte pour les autres, et que ça avait une valeur vraiment très très importante, quoi. Et qu'il y a que ça qui comptait. Et il avait compris ça, en fait. Ouais. Donc, en fait, moi, établir Kozen Rufu, c'est la paix dans mon entourage, dans la relation de couple, dans mon attitude. J'essaie d'améliorer régulièrement qui je suis et d'augmenter, enfin, disons, le respect, la considération. Il y a un mot que j'aime par-dessus tout, c'est la considération. Ça demande d'aller plus loin que les habitudes ou par rapport aux autres. Je sais qu'avec ma sœur qui pratique également depuis à peu près autant de temps que moi, eh bien, on avait un objectif au départ, c'était le non-jugement. Parce que dans notre famille, mon papa pensait qu'il était supérieur à tout le monde. Il était un peu atteint de mégalomanie aussi, pauvre papa, si tu m'entends. Mais il n'y a rien derrière. Mais il jugeait donc beaucoup tout le monde, et bien sûr en les infériorisant. Et ça, on était vraiment fatigués de ça. Donc on s'était dit, si par cette pratique on peut arrêter de juger, sortir de cette tendance familiale, donc voilà. Et bon, des valeurs qui comptent beaucoup pour moi, c'est la fidélité en amitié, l'amitié bien sûr, les partage d'idées. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaie d'orienter ma vie. Et puis la famille, parce que là on pourrait en parler aussi. Pour ma famille d'origine portugaise, il y avait cette tendance de vie. Mes oncles et tantes émigrés étaient tous avec cette tendance de mégalomanie. Je ne sais pas d'où ça nous vient. Je ne m'exclus pas parce qu'on a une part du karma familial, mais ça, je me dis non, moi je veux pas reproduire ça, quoi. Enfin, en tout cas, je voudrais essayer de ne pas, et que mes enfants non plus ne prennent pas cette tendance. Alors après, on essaye, est-ce qu'on réussit ou pas, mais à l'heure actuelle, il y a une orientation importante dans le bouddhisme. La première orientation dans notre mouvement, c'est l'harmonie dans la famille. Donc, maintenant que je vais un peu mieux, je me suis dit, je vais attaquer le morceau. Donc, par rapport à mes frères et sœurs, qui en plus, ainsi que mes neveux, j'ai à peu près 7-8 neveux,
tous des adultes, hein, bien sûr. Mes frères et sœurs, 6, ils sont tous éloignés, dans diverses régions de France très éloignées, et j'ai une sœur à l'île de la Réunion. Donc le challenge est un petit peu compliqué, mais j'ai décidé d'essayer de réaliser cette orientation d'harmonie dans la famille. Donc, avec le début de l'année 26, on a j'ai lancé les hostilités en essayant de créer un groupe WhatsApp déjà. Et 5 sur 6 ont dit OK. Bravo. C'est exceptionnel. Bravo. Parce que dans cette famille, c'est quand même, on s'aime, mais il y a une division et puis il y a une sorte d'orgueil qui nous a tous atteints, hein, n'est-ce pas? Et donc, j'aimerais qu'on puisse sortir de ça et vivre les dernières années qu'il nous reste dans l'harmonie, même si c'est par des messages WhatsApp pour se parler un petit peu de choses ordinaires et moins ordinaires, mais qu'on puisse échanger. Donc, ça, je tiens le truc, hein. Je lâcherai pas l'affaire. Bravo. Alors, pour ce qui est des bienfaits familiaux, les bienfaits dans ma famille, mes enfants, mon mari, mes maris, puisque j'ai été mariée 2 fois, mais donc j'ai eu 2 garçons, et à l'heure actuelle, ils ont 37 bientôt et 42. Et ces 2 garçons, ils ont un amour pour leur mère extraordinaire. Ils ont l'esprit d'aventure aussi. Ils habitent tous les 2 en Amérique du Sud, dans des pays dangereux, hein, en Colombie et au Brésil. Et donc, le partage est extraordinaire. Figurez-vous qu'ils m'appellent au téléphone tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils ont suivi la maladie de mon mari quasiment au jour le jour, et ils ont voulu nous soutenir, ne pouvant pas être là de façon régulière. Donc, en nous appelant tous les jours, déjà, je me pince parce que je trouve ça. j- j- quand, quand ils m'appellent, à chaque fois, j'hallucine. Je me dis, mais ils ont pensé à maman. Voilà, ils voudraient que j'aille habiter là-bas. Enfin, bref, je ne suis pas abandonnée avec mes enfants, qui s'inquiètent d'ailleurs. Est-ce que ils ont peur que je tombe, et j'en passe. Donc, il y a une solidarité, un partage, une entente extraordinaire. Ils en sont très très fiers. Et avec mon ex-mari, avec qui la séparation avait été quand même très conflictuelle, parce que ben je subissais à nouveau le machisme. Enfin voilà. Hein. Et bien maintenant, c'est un de mes meilleurs amis. Donc avec sa compagne, c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est ce que j'appelle la bonne fortune, dont on parle beaucoup dans le bouddhisme de Nichiren. Ça se manifeste de différentes façons, ou en l'occurrence, pour continuer un petit peu voilà, sur la bonne fortune. Quand j'ai commencé dans une famille pauvre, et j'ai vécu dans une forme de pauvreté financière toute ma vie, toute ma vie. Eh bien, sauf que là, mon mari qui est décédé, donc, et qui avait hérité de son papa et de sa maman, m'a légué l'usufruit de 3 maisons. Et donc, en les revendant, je vais avoir une part avec mes belles-filles, et sans être richissime, je peux ne pas me faire trop de soucis financièrement parlant, parce que le handicap, c'est difficile, ça demande aussi beaucoup de dépenses. Hein. Le fauteuil roulant électrique, ça coûte très très cher. Même si on nous fait croire que tout est remboursé, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a une réalité. Si je voulais m'acheter une voiture aménagée, eh bien, ça n'a pas de prix. C'est par dizaines de milliers d'euros. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai, au travers de cette pratique, je crois que j'ai tout ce que je peux désirer au monde. Euh, C'est-à-dire que malgré mon handicap qui est quand même assez important, et l'état douloureux permanent, etc., euh, sans rentrer dans les détails, c'est une situation très très compliquée. Quasiment, je ne bouge jamais de chez moi. Eh bien, je suis heureuse quand même, c'est ce qu'on peut dire. Et alors, on peut parler de mon bienfait essentiel, celui que Marité, ouais. j'ai envie de te dire, on fait comme chez toi. N'est-ce pas? Tu donnes le ton, c'est toi qui lance le truc. Alors, le bienfait essentiel pour moi, évidemment, comme je vous disais, j'en ai tellement que ça a bouleversé ma vie. Hein. Ça a été ce que je disais à Mélissa tout à l'heure, le fait de pratiquer le bouddhisme, un tsunami.
Il n'y a pas de mots pour l'expliquer parce que ça a tout révolutionné, mais dans le fond. Parce que si je n'avais pas pratiqué ce bouddhisme, je ne sais pas où je serais. Ma vie aurait été certainement très poussive, très difficile, empreinte de cette souffrance qui me tenaillait à 20 ans et qui m'aurait certainement accompagnée. J'avais une tendance comme je suis perfectionniste, j'avais une tendance à me faire du souci. Ma maman disait que j'étais scrupuleuse. Euh, j'étais soucieuse par nature, facilement inquiète. Et je sais que avec toutes les secousses que mon père nous a fait endurer quand on était enfant, c'était quotidien. Il y avait une ambiance de mort dans cette maison. Et bien, j'étais très impactée par le souci, l'inquiétude et tout ça. Donc maintenant, j'ai transformé mon état de vie, hein, parce qu'on parlait de ça aussi, hein, l'état de vie, est-ce que mon état de vie a changé? Effectivement, c'est-à-dire, On n'en a pas parlé. C'est juste écrit sur les fiches. voilà, Donc, c'est vas-y. écrit, mais comme les idées, les questions, Voilà, ça se voilà. recoupe. Il n'y a pas de souci, c'est très bien comme enchaînement. Pardon pour l'interruption. Mais il y a Continue. pas Ton de état de vie souci. dominant a-t-il Mon changé, état du de vie coup? dominant, c'est-à-dire en fait, lorsque j'étais petite, mes parents me racontaient qu'ils me mettaient sur une table et puis je dansais pour tout le monde quand j'avais 2 ans. J'avais donc une tendance quand même à la gaieté, à danser, chanter. D'ailleurs, chanter pour moi c'est beaucoup de choses. J'étais quand même plutôt gaie, mais j'avais perdu avec toute cette ambiance délétère, j'avais perdu cette joie de vivre. Et mon état dominant maintenant, je pense que c'est la joie de vivre, en dépit des événements difficiles de la vie, parce que bien sûr, c'est pas parce qu'on pratique le bouddhisme de Nichiren que rien ne nous arrive. Mais ce qui nous arrive, on le met au service d'un changement intérieur, La révolution la humaine. révolution humaine. Voilà. Et l'idée, c'est de transformer le poison en remède, c'est-à-dire que le souci, la difficulté devient le remède. Donc, j'ai essayé d'intégrer cette notion-là petit à petit. Et maintenant, ce qui a tendance à dominer chez moi, c'est cette joie de vivre que j'essaye de retrouver parce que perdre son mari, le grand amour de sa vie, eh bien, quand même, c'est difficile, hein. Je ne dirais pas que c'est qu'on en sort comme ça du jour au lendemain, claquant dans les doigts, tout va bien. Ah bon, ah oui, voilà, nouvelle vie, c'est super. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe tout à fait, hein. Mais quand même, cette joie de vivre, elle pointe malgré la pluie, parce que ça fait plusieurs mois qu'il pleut ici en Bretagne, quasiment sans discontinuer, et que je suis dans ma maison. Mais il y a quand même cette joie de vivre qui revient petit à petit et qui peut-être est l'état un peu dominant de ma vie maintenant. Donc je suis sortie de cette ambiance délétère familiale. J'ai pu faire la paix avec mon papa, mais vraiment, c'est devenu mon meilleur ami avant son décès. La dernière personne qu'il a appelée de loin, c'est dans le nord de la France, c'est moi en Vendée, c'est moi. Et j'ai une reconnaissance éternelle pour mes parents. Bien que ça ait été très difficile, j'ai eu des parents exceptionnels et j'ai pu faire un trait sur tout ce que mon père nous avait fait endurer. Le bouddhisme m'a permis d'aimer mon père à la vie, à la mort, comme je dis parfois, alors que certains de mes frères et sœurs qui n'avaient pas cette pratique ont toujours, malgré l'âge avancé qu'on commence à avoir les uns et les autres, hein, mon dernier frère a 10 ans de moins que moi, eh bien, ils n'ont pas lâché certains sur une sorte de haine, voilà, de colère par rapport à mon père. Et donc, c'est une des choses que j'ai acquises. Et mon papa, je sens ce lien éternel et je peux le remercier maintenant d'avoir été comme il a été. Parce que ça m'a permis de développer des valeurs, dont certaines qu'il m'a lui-même transmises, hein. Hum, voilà, mais mon bienfait essentiel, pour revenir à ça, en fait, c'est c'est à travers mon mari, donc Philippe, qui est décédé il y a 18 mois. Il est décédé d'un cancer qui était déjà avancé quand on l'a découvert. Il a vécu 4 ans avec cette maladie. Il aurait pu vivre que 3 mois parce que le cancer était à un stade 4 avec un
enfin une composante cellulaire grave, la plus grave. Et en fait, on a pu s'accompagner mutuellement parce que j'ai donc eu un accident il y a 17 ans. Je suis tombée il organisait des voyages dans le désert et j'étais en Tunisie. Je suis tombée de 3-4 mètres en arrière sur une pierre. Je suis tombée et j'avais déjà une scoliose assez importante. Et là, j'ai été mal opérée. J'ai dû être opérée un an après, réopérée à Paris, un an après la première intervention qui a été mal faite en Tunisie. Et là, voilà, ma vie a complètement changé. C'est-à-dire que j'ai dû tout abandonner, mon travail d'infirmière et tout. Je peux pas soulever le moindre truc que je soulève, il pèse 1 kilo alors que ça pèse 100 grammes, etc. J'ai des séquelles très importantes qu'on n'a pas pu réduire avec la seconde intervention, en fait. Mais c'était des interventions extrêmement lourdes. Il m'en faudrait une troisième pour pouvoir marcher normalement. Mais cette intervention aurait des séquelles trop importantes, même risquerait une infection de la moelle épinière grave donc. Et puis je pense que je m'en remettrai pas, c'est trop compliqué. Voilà, tout ça pour dire que mon mari m'a accompagnée dans mon handicap pendant ces 15 ans, quoi. Il a tout fait pour moi, il m'a aménagé tout ce qu'on peut essayer d'imaginer, des bureaux, et puis quand ça allait pas, il en refaisait un autre, des systèmes pour s'asseoir. Il a monté mon fauteuil roulant dans le camion je ne sais combien de fois. Il m'a poussé dans un fauteuil roulant qui n'était pas électrique. On n'avait pas les moyens de s'en acheter un à l'époque. Au Portugal, à Porto, à Lisbonne, monter les côtes, pousser le fauteuil. Il m'a aménagé deux camions pour que je puisse voyager allongé. Enfin, des choses incroyable, quoi. Il a été d'une patience d'ange, parce que je vous passe les détails, hein. C'était un parcours du combattant entre les différents médecins et différentes situations, mais une vie incroyable. J'ai beaucoup douté pendant cette période-là. J'étais même plus capable de pratiquer. J'étais sous morphine pendant des années. C'était la galère. J'ai beaucoup douté jusqu'à reprendre du poil de la bête suite à mon déménagement, mon arrivée en Bretagne. Et puis le fait d'avoir recommencé la pratique avec des amis très au point sur sur le soutien, vraiment des amis extraordinaires. Et donc après, c'est moi qui me suis occupée de mon mari lorsqu'il a fait son cancer. On a vécu tous les deux pendant à peu près 3 ans et demi, comme s'il n'avait rien. Et en fait, j'ai pu l'accompagner jusqu'au bout. Il est décédé là en face d'où je suis, là dans le salon, dans un lit médicalisé. Et j'ai pu vraiment l'accompagner jusqu'au bout. Et tout a été harmonieux, même si ça a été très douloureux forcément, hein, de voir son mari qui était un ancien prof de gym, nageur sauveteur, etc., maître nageur sauveteur, enfin, dépérir avec cette terrible maladie. Eh bien, quand même, tout a été harmonieux jusqu'au bout. Et surtout, bienfait essentiel pour moi, c'était que mon mari a toujours été sympathisant avec ce bouddhisme. euh, et pendant peut-être les 2 derniers mois de sa vie, il a commencé à rester Namyo Renge-kyo à voix basse dans son lit parce qu'il manquait d'énergie, mais il pouvait plus rien faire. Et c'est ce qu'il a fait. Et il m'a expliqué à un moment donné que bien qu'il ait fait du développement personnel toute sa vie, des formations diverses et variées, qu'il était sophrologue, etc., il essayait de mettre en application, et il m'a quand même dit, eh bien voilà, depuis que je récite Namyo Renge-kyo, euh, j'ai eu une ouverture de cœur. C'est exactement son expression, comme jamais je l'avais eu, parce que moi tout passait quand même plutôt par la tête, et là j'ai eu une ouverture de cœur, et il m'a dit, voilà, comment je pourrais appeler tes garçons, parce que j'ai 2 garçons, il a 2 filles, et il leur a trouvé un prénom, il dit, je vais les appeler mes fistons. Et il m'a dit, ben voilà, je n'ai pas 2 enfants, j'en ai 4. Et il m'a dit, vraiment, j'ai jamais éprouvé comment dire, il aimait bien chez moi mon authenticité, disons mon côté naturel. Et il n'arrivait pas à être comme ça, comment on peut dire le mot, l'adjectif me revient pas, mais ça va me revenir.
Et donc, il est mort avec beaucoup de dignité. Quand il a su que malheureusement il en était là, d'abord il m'a écrit des choses sur un petit carnet et entre autres une phrase: je t'aime de toute éternité. Et pour moi, ça a un sens incroyable. C'est-à-dire qu'il avait vraiment compris beaucoup de choses sur l'éternité de la vie, justement. Et je t'accompagne à chaque seconde. Voilà, il m'a écrit ça. Je suis très fière de toi pour toujours. Donc il avait saisi cette éternité, et quand les médecins ici dans cette pièce lui ont expliqué que malheureusement il ne vivrait pas longtemps, il a dit: eh bien, je suis prêt à mourir. La mort ne me fait pas peur. Je n'ai pas peur de mourir. Voilà ce qu'il a dit, la phrase exacte. Je n'ai pas peur de mourir. Et il nous a expliqué que, en fait, à l'équipe médicale et à moi, que eh bien, pour lui, la vie c'était comme une goutte d'eau qui rejoignait l'océan, et que ça ne lui posait pas de problème. Donc, il est mort dans une dignité incroyable, en étant bienveillant jusqu'au bout avec moi, parce que quelque chose comme l'avant-veille, alors qu'il était sous perfusion, une perfusion lytique, comme on dit dans le milieu, dans le jargon, qui allait donc apaiser ses souffrances et l'aider à partir doucement. Bien, comme je me suis allongée avec un matelas sur le canapé, étant donné l'état de mon dos, et il m'a dit: ah, quand même, il faut que tu sois bien, hein, parce que si c'est pour avoir mal, hein. Et donc, alors que lui était vraiment au plus mal, en train de mourir, il m'a dit cette phrase que j'ai retrouvée dans un enregistrement. Je trouve ça extraordinaire, parce qu'il était encore, disons, alors qu'il en était là, dans l'avancement de sa vie, quoi. Il était encore en train de faire attention à ce que je n'ai pas mal au dos, moi. Donc franchement, pour moi, c'est le bienfait essentiel. C'est ce qu'explique Nichiren dans cette, même jusqu'au bout, dans cette quatrième souffrance, la plus intimement, on l'appelle, hein, le démon de la mort. Hein, c'est ce qui fait le douter le plus de tout, de la vie, du sens de la vie, tout ça. À quoi ça sert tout ça? Si c'est pour en arriver là, eh bien, cette phase-là, on a pu la vivre harmonieusement. Et là, au bout de 18 mois, je ne dis pas que c'est sans souffrance, ce serait mentir. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, en plus, il n'est pas là. Quelle idée quand même. Mais franchement, je pense que l'harmonie, jusque dans cette quatrième souffrance, pour moi, c'est une preuve de la puissance de cette pratique, qui est somme toute assez simple, mais qui donne beaucoup de résultats. Voilà, hein, je pense que Merci. Merci beaucoup. Oui. Du coup, dans ce que tu nous partages là, on a un choix, on a deux petits sentiers, même c'est peut-être pas si petit que ça, mais l'étude et les encouragements. Comment tu étudies ou comment tu t'encourages? On prend quel chemin? On fera les deux de toute façon. On peut prendre les deux, mais ça peut être très succinct. Ok. L'étude, ta relation avec l'étude, effectivement, l'étude, c'est un trépied, hein. Foi, pratique, étude. On peut remplacer foi par confiance, pour moi. Pratique et étude. C'est un tabouret à 3 pieds. Si on enlève un pied, effectivement, c'est déséquilibré. Mais moi, j'ai toujours besoin de comprendre pour mieux croire. Donc, l'étude, ça me parle beaucoup. Mais j'ai beaucoup étudié lorsque j'étais plus jeune et que j'étais responsable de réunions de discussion et que j'habitais en Vendée. Mes enfants étaient très petits. J'ai beaucoup étudié avant chaque réunion de discussion. Et on avait beaucoup de partage avec les responsables qui se déplaçaient depuis Nantes jusque chez nous en Vendée, près des Sables d'Olonne. Et là, j'ai eu l'occasion vraiment de brasser beaucoup de notions de bouddhisme. Et après mon étude ABC, lorsque j'ai eu mon accident, puisque j'ai eu des troubles cognitifs très importants avec la morphine, j'en ai toujours beaucoup. Ma capacité de concentration beaucoup plus compliquée. Donc l'étude, pour moi, c'est devenu un domaine difficile. Mais je suis entourée de férus de l'étude, n'est-ce pas, dont Mélissa et Flora. Et du coup, j'entends beaucoup de notions. On en parle en préparation de discussion. On partage donc toutes ces notions-là. Et donc,
indirectement, j'étudie, n'est-ce pas? On a notamment exploré la relation de maître et disciple. Ça m'avait jamais autant parlé. Voilà. Comment tu vis cette relation? Tiens, c'est parfait. J'adore. C'est hyper N'est-ce pas? fluide. Oh mon Dieu, merci Marité. Eh bien, cette relation de maître et disciple, j'en avais entendu parler dès mon début de pratique. On faisait le compte tout à l'heure, donc ça fait une 40aine d'années que je pratique. Et lorsque j'allais en séminaire de formation près de Marseille, à Traits, j'entendais déjà parler de cette relation de maître et disciple, et ça me parlait pas plus que ça. J'entendais, ouais, au fait, d'accord, oui, pourquoi pas, mais ça s'arrêtait là presque. Sauf que je lisais les écrits de Monsieur Ikeda, hein, qui sont formidables parce que mon mari aussi, tout ce que écrivait Monsieur Ikeda lui parlait beaucoup, alors que ce qu'écrivait Nichiren, ça lui parlait moins. Monsieur Ikeda a vraiment l'art de comment dire, de transposer ces écrits du Moyen Âge de Nichiren Daishonin, le Bouddha fondamental, à une compréhension adaptée à notre époque. Et donc ça, c'est rare, c'est très très rare, parce que tous les amis que je connais qui ne sont pas forcément pratiquants du Sutra du Lotus, j'en ai beaucoup d'amis, eh bien ils ont beaucoup de mal, qui pratiquent une religion ou pas d'ailleurs, à appliquer dans le quotidien, à mettre en application, parce que comment? Ben oui, comment? Et c'est un questionnement auquel nous, on peut avoir des réponses à travers tout le travail d'étude et de transcription, si on peut appeler ça comme ça, des écrits Nichiren Daishonin, donc du Moyen-Âge, qui sont quand même qui parlent quand même, hein, malgré tout. On croit que ça a été écrit à notre époque, mais Monsieur Ikeda y apporte une dimension supplémentaire. Donc maintenant, grâce à un thème qu'on avait pris en réunion de discussion, on a approfondi cette notion de relation de maître et disciple en expliquant entre autres que le maître, c'était pas un gourou, mais un mentor. Donc, pour moi, c'est comme dans chaque discipline, hein, moi qui fais de la guitare, je vais progresser 3 fois plus ou plus même avec un prof que sans prof. Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire toute cette transmission des acquis d'un aîné en âge ou aîné parce que la personne c'est ça entre guillemets spécialité, ou voilà, est beaucoup étudié, quel que soit le domaine. La transmission, c'est énorme. On parle beaucoup de transmission à notre époque, hein, dans tous les domaines. Donc ça me parle beaucoup. Je commence à intégrer sérieusement cette notion de maître et disciple. Voilà. Super. Mmh. C'est cool. Merci. Et du coup, alors, moi j'ai envie de rebondir, mais comment, quand tu étudies ou parce que ça va recouper les encouragements, je pense, mais t'as des extraits préférés, t'as des choses comme ça. Comment tu appliques ça dans ta vie en fait? Est-ce que tu t'encourages avec des écrits, ou tu appelles des amis pratiquantes? Est-ce que c'est facile pour toi, pas physiquement bien sûr, mais mentalement ou avec le cœur, d'aller en réunion de discussion? C'est quand même toi qui reçois. Est-ce que parfois ça te fait j'ai pas envie? Est-ce que ça peut être un combat? Est-ce que même pour d'autres activités les encouragements, j'en ai beaucoup manqué lorsque j'étais en Vendée, hein, donc c'est une étape lorsque j'ai cet accident, mais maintenant j'en trouve, je reçois à mon domicile, qui est très très grand, hein, et agréable, les réunions de discussion. Donc j'ai l'occasion d'écouter des expériences de mes amis pratiquants et invités, non pratiquants et invités. Donc ça, c'est très encourageant. Et ensuite, j'ai 2 personnes à qui je m'adresse, à qui je peux téléphoner lorsque j'ai vraiment des points de résistance, quoi, vraiment des gros questionnements, j'allais dire vitaux, quoi. On peut avoir dans la vie des choses qui se dressent en travers de notre chemin, hein, et de se dire, même en pratiquant, d'essayer de tourner ça dans tous les sens. Donc quand j'ai vraiment une difficulté, j'appelle une amie ou une autre qui vont me renvoyer à moi-même. En fait, elles vont pas me dire ce que j'ai à faire, hein. Elles vont me renvoyer à moi-même, m'écouter, et
voilà, me renvoyer à ce que je me base sur l'objectivité de l'enseignement bouddhique. Voilà, et en général, le blocage est levé quasiment de suite. Hein. Voilà. Puis il m'arrive de pratiquer aussi en vidéo avec des amis, et donc là, c'est très dynamisant et encourageant. C'est comme ça que je fais. Mmh. Oui, j'ai des passages préférés, effectivement. Oui, ce qui m'a beaucoup aidé, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, comme j'ai des pertes cognitives à cause de la morphine, eh bien, donc, il me faut des choses courtes, simples, parce que je n'ai pas la patience que j'avais. J'avais une très grande patience, ce n'est plus le cas. Donc, pour étudier, je vous l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, je fais au plus court. Mais l'esprit humain, paraît-il, est fait comme ça. Hein. En neurosciences, on sait que l'être humain, il va toujours au plus court. Donc, ben, je vais au plus court. Et donc, c'est par des petites phrases que j'ai retenues, il suffit que je me réfère à une phrase ou à deux. Bon, je vais prendre un cahier, un bouquin sur le bouddhisme et tout ça. Et en lisant déjà 2-3 phrases, tout de suite, ça va, paf, me parler de suite souvent, me remettre un peu d'équerre. Et j'ai beaucoup aimé au début de ma pratique le Gosho, enfin c'est une lettre de Nichiren, le Gosho, sur l'atteinte de la bodhéité en cette vie. Une phrase que je n'ai pas retenue complètement, mais à chaque instant, une vie pénètre l'univers et participe à tous les phénomènes. Et la fin de la phrase, tu la connais, Mélissa? Tu me prends Là, je dépourvue la un prends petit peu. dépourvue, n'est-ce pas? Là, Mais ce que j'ai retenu, parce qu'à l'époque, je sortais de ma période dépressive grave, et j'étais donc infirmière libérale, je voyais je perdais des malades beaucoup. Eh bien, j'avais pas encore guéri le manque de confiance que j'avais dans ma propre valeur. Et là, j'ai transformé cette phrase dans le Gosho sur l'atteinte de la bodhéité, parce que Nichiren expliquait qu'une vie égale l'univers. Alors je me suis dit, je ne suis pas très bonne en maths, mais je sais faire quelques équations quand même. Pour moi, 1 égale 1 égale 1. Donc je vais arrêter de remettre en question le fait de la valeur de ma vie ou pas, et de continuer à penser que ma vie, elle est moins importante que celle d'une autre personne, qu'elle a moins de valeur, que ceci, que cela. Je me suis dit, Nichiren dit une vie égale, comment dire, l'univers en gros, hein, égale, je sais plus comment il le formule, mais j'ai dit ma vie est égale à l'univers entier. Et j'ai dit voilà, je peux comprendre 1 égale 1 égale 1. Et là, je me suis dit, j'accepte le fait que ma vie a autant de valeur que l'univers entier. Et à partir de ce moment-là, je n'ai quasiment plus jamais douté de ma valeur. incroyable. Voilà. Ouais. Et Okay. donc, parce que je me suis dit, si je pratique le bouddhisme de Nichiren, que j'adhère à ses principes, à ses concepts, et que je dis, ah ben non, moi je suis quand même plus forte que le Bouddha. Le Bouddha, il dit que ma vie a la valeur de l'univers, que je dis, ah non, non, c'est à des autres, oui, mais pas la mienne. Je me dis, bah, quel orgueil, quoi. Donc, je dis, j'abandonne l'orgueil. Et un ami pratiquant de longue date, Jacques, m'avait expliqué à l'époque, il m'avait dit, tu préfères, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? La vie d'un bébé ou d'une personne âgée? Ah ah! Et il m'a dit, bah, du coup, j'ai bien vu là le truc, et puis il m'a dit: «Se considérer comme au-dessus des autres, c'est de l'orgueil, mais se considérer comme en dessous, c'est de l'orgueil également». Donc j'ai mis tout ça bout à bout, et depuis, je pourrais parler au président de la République sans trop de soucis. Et je doute pas que, même si j'ai pas fait l'ENA, j'ai ma valeur, et que là où je suis, c'est ce que me disait Philippe, mon mari, reste tel que tu es. Mm. Et un des objectifs qu'on a en pratiquant, c'est d'atteindre l'éveil sans changer d'apparence, tel que l'on est, avec nos particularités. C'est ça qui fait notre valeur. Et oui. C'est ça la biodiversité. Nous sommes tous complémentaires. Et voilà. Pourrais-tu relire le début de la phrase, tu sais, de Nichiren? Ah oui. Alors, à chaque instant, d'accord,
Je l'ai. Donc, est-ce que si je te dis la vie à chaque instant apprenne tous les phénomènes et s'y manifeste, c'est le sens de l'entité de la loi. C'est C'était cette de phrase-là. mémoire, c'était pas tout à fait formulé comme ça, mais on se Parce que tu as la rapproche. vieille version. Sinon, s'éveiller à ce principe est en soi la relation d'inclusion mutuelle entre chaque instant de vie et tous les phénomènes. C'est plus précis dans ce que tu me dis, mais la formulation était plus simple pour moi. Écoute, non, je suis sur le Ouais. gauche, je suis sur la lettre de la teinte de la Et divinité Nichiren en cette expliquait loi. que si on nettoie un miroir avec un chiffon graisseux, on va pas avoir quelque chose de net. Eh bien, c'est pareil pour notre vie. Mm. Je sais pas si je m'explique bien. J'en ai une troisième. Vas-y, Après, madame, on je essaye. m'arrête là, j'ai plus. On l'appelle toujours dans la même lettre, sur la teinte de la bouddhéité en cette vie. On l'appelle loi merveilleuse parce qu'elle révèle le principe de la relation d'inclusion mutuelle entre chaque instant de vie et tous les phénomènes. J'ai pas plus de phénomènes dans cet écrit. Non, c'était pas tout à fait la même version, mais peut-être c'était avant la nouvelle traduction. Peut-être, oui, peut-être. Faut que je retrouve ce texte. En tout cas, voilà ce que je peux vous proposer aujourd'hui. En tout cas, c'est extrêmement profond, ça c'est sûr. Ok, super. On a déjà bien fait le tour. On a bien dégrossi cette affaire. On a bien dégrossi tout ça. Là, on est sur... on frôle la conclusion parce que je pense que tu as vraiment ouvert ton cœur et donné beaucoup d'informations incroyables. Il y a beaucoup d'informations. Et puis un partage de vie incroyable. On arrive sur... et encore, est-ce qu'on y arrive? Je pense qu'on l'a fait aussi. Tout c'est bien... T'as hyper bien préparé le truc, quoi. Oui, je souhaitais faire quelque chose de... Je te remercie vraiment de ta confiance et de ce que tu je voulais m'apportes. honorer cette recherche. Merci beaucoup. Parce qu'on a une 5e partie qui était souhaites-tu partager des bienfaits et ou ton cheminement intérieur, ce qu'on a fait en fait tout le long avec le temps comment évoluer ta pratique. Donc ton étude, ta compréhension, ton état de vie dominant a-t-il changé? Il me semblerait que oui. Enfin, c'est ce que tu nous as partagé tout à l'heure. Quelle prise de conscience as-tu faite? Est-ce que dans ces points-là, tu as envie d'apporter quelque chose en plus? Alors, je regarde, j'ai pris quelques notes. Est-ce que tu as pu partager toutes les notes que tu avais préparées? Pas tout à fait tout, mais... Parce que là, tu es libre, vraiment. Moi, c'était des axes. Après... Ah oui, je peux, voilà, par exemple, concernant les changements dans ma vie, comme je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, c'est un tsunami, moi, c'est énorme, c'est phénoménal. J'espère que j'emploie pas de superlatifs, voilà, mais c'est énorme, ce sont des changements de fou. Cette pratique, elle a vraiment révolutionné ma vie. Et par voie de conséquence, tout mon entourage a suivi. C'est-à-dire mes enfants, mon premier mari, qui est devenu mon meilleur ami quasiment, mon second mari, un être adorable avec qui j'ai vécu vraiment un grand amour pendant 20 ans, et tous mes amis en général, tout mon entourage. J'ai pu prendre des décisions cruciales, assumer la maladie de mon mari, son décès, faire tout ce travail intérieur pour me relever de ça. Tout mon environnement est pacifié. En fait, tous les gens qui m'entourent me soutiennent, agissent pour moi. J'en suis incroyablement surprise tout le temps. J'ai cessé la plainte, j'ai cessé le jugement d'autrui, ce qui était mon désir, mon grand désir avec ma sœur, lorsqu'on a commencé à pratiquer toutes les deux. Et je suis simplement dans l'observation des personnes qui m'entourent. On ne peut pas ne pas voir les choses, Et j'utilise les événements et les circonstances, je m'en sers pour avancer en fait. Voilà. Sur le fond, je peux dire que j'évite de juger, même si je vois des choses, comme tout le monde d'ailleurs. Voilà. Les changements, c'est ça. Oui. Ok. Prise de conscience, c'est que la vie est très très courte. Et là, franchement, à travers le décès de mon mari, moi, vous voyez, s'il me reste, on va dire, 10 ans à vivre, par exemple, voilà, c'est une échéance que je me donne parce que il y a 10 ans, c'était comme si c'était hier. Le temps passe extrêmement vite. Mon souhait, c'est d'améliorer mon étude, de dégager du temps pour ça, parce que là, je suis très prise par l'administratif. Et donc,
en perdant mon mari, j'ai constaté cette notion de temps, du temps qu'il nous reste et de la teneur de notre existence. Pour moi, la pratique, c'est absolument essentiel dans la vie. Hein. C'est notre attitude vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. C'est le fait de progresser. Parce que le reste, c'est illusoire. C'est en perdant mon mari, j'ai vu comme ça, en claquant dans les doigts, tout est fini. Tout est terminé. C'est terminé d'entendre parler une personne, tout est terminé, les échanges verbaux, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'approfondir cette pratique pour les années qui me restent à vivre, parce que je ressens que c'est ça le plus important. Voilà. Bah, merci. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est le mot de la fin. Oui. On a fait le tour. Merci beaucoup. Vraiment, parce que franchement, mon cerveau était sous pression en me disant, mais comment est-ce que je vais... C'est cool, j'ai pas fait grand-chose. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté tout ça. Enfin, vraiment de te livrer, de léguer à la postérité ton expérience de vie. Oui, ben j'en suis très contente parce que je n'ai qu'un désir, c'est partager d'une façon générale, mais a fortiori ce bouddhisme qui est vraiment exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est formidable. Et mon souhait aussi, tous les jours, comme j'ai beaucoup d'amis dans plein de régions de France, parce que je vais en être à mon 17e déménagement, ben c'est comment contacter tous ces amis. Je peux pas être au téléphone 3-4 fois par jour, surtout que je suis fatiguée quand même. Et donc, je pratique tous les matins pour que chaque ami surmonte les aspects de santé, etc., pour oublier personne. On va dire penser à tout le monde. Ouais, pourquoi je disais ça? Je ne sais plus. Ouais. Je pourrais pas trop t'aider, j'étais pas dans ton cerveau. Non, j'ai dit petit maillon qui a sauté là. En tout cas, merci. C'est OK pour toi? Oui, je pense que tu as vraiment travaillé d'arrache-pied. Si vous voyez toutes ces notes, c'est incroyable. C'est fou. Merci beaucoup. Merci Mélissa d'avoir envisagé de faire ces enregistrements. Good Life, ouais, c'est ça. Hein, voilà, on partage ces interviews de pratiquants du Sutra du Lotus et pratiquantes du Sutra du Lotus. Merci pour ta confiance. Merci beaucoup. C'est facile de te faire confiance. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, avec Marité. Merci en fait, comme d'habitude. Vous savez, je sais pas m'arrêter. Je vous dis à très très vite. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, sur YouTube. Abonnez-vous sur la plateforme sur laquelle vous nous suivez. Activez la cloche, laissez un commentaire, posez un like et je vous dis à très très vite.